Braun, je suis le directeur technique d'Aquila en charge du machine learning et de la data science. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment l'utilisation de ce qu'on appelle l'AutoML, l'Automated Machine Learning, nous permet, dans le cas des séries temporelles, d'aller plus loin que le simple travail d'un data scientist. Donc tout d'abord, les séries temporelles et le machine learning. Dans quel cas on peut appliquer ces méthodes? Alors, il y a de très nombreux domaines. Ça va de la prévision de vente, la prévision de chiffre d'affaires, la prévision de consommation, qu'elle soit électrique ou d'eau. Tout ce qui est domaine de marketing, où on va faire du churn ou de la maintenance prédictive. Donc, un projet de machine learning, comment ça marche d'habitude? D'habitude, on a notre data et on confie ça à un data scientist ou une data scientist qui va procéder à 3 étapes. La première, la préparation des données, avec une étape de cleaning, de génération de features, la sélection de ces features. Ensuite, une étape de construction et d'entraînement des modèles. Et enfin, une méthode de déploiement et de mise en production de ces algorithmes. Pour ces 3 étapes, on a besoin de l'intervention d'un être humain. Ce qu'on va faire ici avec l'Automated Machine Learning, c'est essayer d'automatiser les 2 premières étapes, notamment, ce qui va nous permettre d'améliorer l'accessibilité, c'est-à-dire de rendre des méthodes de machine learning accessibles à des non-data scientists, nous permettre de automatiquement et rapidement obtenir une baseline, c'est-à-dire un modèle qui nous permet d'évaluer si, dans nos données, on a bien l'information et on va pouvoir faire une prédiction, et d'améliorer la performance, comme je vais vous le montrer par la suite. Durant toute la présentation, je vais illustrer cette application sur un use case qu'on a pu traiter autour de la consommation électrique grâce à l'utilisation de notre solution Time Forecast. L'idée ici, ça va être de prévoir dans les jours à venir, donc sur du day ahead, notamment du J+1, la consommation électrique. Pour cela, on s'est appuyé sur des données open source disponibles de RTE sur la consommation nationale électrique. Donc, je vais vous parler des différentes étapes qu'on a pu mettre en place et qui sont automatiques dans Time Forecast. Donc, tout ce qui est pré-traitement de l'information, la définition et l'optimisation des modèles, et enfin, toutes les étapes de forecast. J'illustrerai aussi rapidement 2 cas intéressants sur ces données, c'est-à-dire la détection d'anomalies et le clustering des séries temporelles pour améliorer l'apprentissage dans notre solution. Donc, comment peut-on automatiser toutes ces tâches et rendre le travail plus simple pour un data scientist? Donc, tout d'abord, laissez-moi prendre un exemple autour de données de consommation électrique, de puissance. Donc, pour cela, dans notre dataset, on a une donnée journalière de consommation et une donnée exogène qui est la température. Dans ce dataset, comme vous pouvez le voir, on a des données manquantes, que ce soit des dates manquantes, des données de puissance ou des données de température. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de traiter ces données, de remplir le dataset et de pré-traiter les données de manière automatique. Pour cela, la première étape, c'est une détection automatique du pas de temps. Donc pour cela, un simple étude d'histogramme suffit. On va détecter le fait qu'il nous manque une date dans notre dataset, la date du 3 janvier, automatiquement, car toutes les autres dates étaient espacées d'une journée. Ensuite, on va étudier si notre dataset contient des valeurs aberrantes ou des fausses données. Alors pour cela, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser des méthodes à seuil. Nous, on a voulu une méthode qui était la plus automatique possible et on va aller utiliser, nous, des modèles de Markov cachés qui nous permettent d'évaluer la probabilité qu'une telle valeur existe dans le dataset et est réaliste. Donc cette méthode nous permet de nous baser sur des probabilités, ce qui permet aussi à nos clients d'être capables de garantir un pré-traitement de leurs données et du traitement des anomalies. Donc, ensuite, il y a plusieurs méthodes qui peuvent s'appliquer sur ces données aberrantes. Nous, on décide de les supprimer pour appliquer la 3e étape, qui est l'étape de remplissage des valeurs manquantes. Alors pour cela, beaucoup de méthodes existent, que ce soit des moyennes, des médianes, de remplacer par une interpolation linéaire, ou des méthodes justement d'interpolation basées sur du machine learning. Nous, on continue à utiliser nos modèles Markov cachés qui nous permettent de donner la valeur la plus probable, et ce qui va nous permettre aussi de lever des alertes si jamais on n'arrive pas à prédire une des valeurs.
Et c'est ça qui est très important. Donc une fois qu'on a fini cette étape, on a un dataset complet et rempli. On va passer à ce qu'on appelle l'étape de la feature generation. Donc, l'idée, c'est ici d'aller augmenter le nombre de données qu'on va donner à notre algorithme pour lui apporter de l'information. Donc pour cela, on a donc, comme on le disait, notre dataset, une première donnée exogène qui est la donnée de température, qui influe fortement la consommation électrique. On lui ajoute une représentation de la première variable, qui est la date, donc quel jour de la semaine on a, qui a une forte influence. On ne consomme pas du tout de la même manière le week-end et la semaine. On lui rajoute aussi des variables à délai, des variables retardées. Donc typiquement, ici, on lui rajoute la consommation de la veille, qui va nous permettre justement de pouvoir réagir, notamment dans le cas de notre client. Nous, on avait dû réagir à la crise du Covid et donc au confinement. Et ces variables-là permettent de corriger doucement, notamment la prévision. On va rajouter de l'information sur ces dates. Est-ce qu'on est sur un jour férié? Est-ce qu'on est sur des vacances? Est-ce qu'on est sur un pont? Ou tout type de valeurs. On va ensuite pouvoir rajouter tout type de combinaison de ces features, qui peut être très intéressante pour le modèle, des données statistiques avec des moyennes, des variances, et enfin des transformations qui permettent de donner une autre représentation des données à l'algorithme. Donc comment automatiser la génération de chacune de ces features? Donc pour les deux variables temporelles, on va effectivement servir du pas de temps pour ajouter les valeurs qui ont un sens, donc les features journalières ou horaires. Pour les variables retardées, deux méthodes se présentent à nous. Une première qui est basée sur uniquement prendre l'ensemble des valeurs de la semaine passée, par exemple. Donc on prend le J-1, J-2 jusqu'à J-7. Mais ça n'apporte pas toute l'information au modèle. On va plutôt aller se baser sur des méthodes d'autocorrélation pour pouvoir se rendre compte de ce qui influe sur la prévision. Notamment dans le cas de données temporelles et de cette consommation, la donnée de la semaine précédente est une très bonne indication de ce qui va être consommé dans la semaine à venir. Et donc, ça n'a pas l'intérêt de prendre, par exemple, ici, on le voit, le J-2, J-3, mais il vaut mieux prendre le J-7, potentiellement le mois précédent, et aussi la donnée de l'année précédente qu'on va ajouter dans notre modèle. Pour les données de génération, on utilise différentes librairies automatiques qui vont nous générer tout un ensemble de données statistiques et de transformations. Donc là, on a ajouté pas mal de données, d'informations au dataset, mais on peut aller plus loin avec cela. Pour aller plus loin, on va générer de la donnée supplémentaire à partir des données en elles-mêmes, à partir du dataset. Pour cela, on va utiliser une méthode qui s'appelle la Single Spectral Analysis, ou SSA, qui va se baser sur une analyse des fréquences et de la périodicité du signal pour décomposer le signal en différents signaux. Donc la tendance, la saisonnalité. Ici, on a une saisonnalité trimestrielle qui est due aux saisons et qui est due à la consommation et à la dépendance à la température, et tout ce qui va être la fluctuation. Ce qui va nous permettre d'aller traiter les séries temporelles de manière différente. La tendance, la saisonnalité trimestrielle, on peut aller les traiter avec des modèles beaucoup plus simples et se concentrer uniquement sur les fluctuations, et ce qui va permettre d'améliorer fortement les résultats du modèle. Donc, une fois qu'on a généré toutes ces features, donc on se retrouve avec un dataset qui contient à la fois les données originales, les données métiers de consommation, les caractérisations des jours, les données générées par notre modèle d'AutoML. Et donc, on se retrouve avec plus de 100 colonnes et de 100 data pour caractériser notre série temporelle. Et c'est là où il faut passer à une étape très importante qui est la sélection de features. Si on donne toutes ces données en brut à un modèle, on risque d'avoir des problématiques de surapprentissage ou de perte d'informations dues au bruit. C'est pour ça qu'on va passer à une étape de sélection de features et de réduction de dimensions. Alors pour ça, on a deux types de méthodes qui s'appliquent. Une méthode qui va s'appliquer sur une sélection de paramètres, qui a l'avantage d'être une méthode qui va choisir des paramètres et garantir une explicabilité du modèle, et les méthodes de projection que je vais vous présenter juste après. Donc, je vais passer rapidement sur la méthode de sélection qui peuvent s'appliquer de trois manières. Donc, une sélection basée sur des filtres, une sélection basée sur des sous-ensembles de features ou une sélection directement intégrée dans les modèles.
aujourd'hui, nous, dans notre solution, on va utiliser une combinaison de ces trois approches lorsqu'on fait de la sélection de features. Justement, sur ce processus de sélection, ce qui est couramment utilisé dans les modèles XGBoost, Random Forest, c'est une sélection basée sur un seuil, c'est-à-dire qu'on va entraîner un modèle, l'optimiser et aller regarder ce qu'on appelle la feature importance pour sélectionner certaines des variables. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est peu représentative vraiment de l'importance des variables et très dépendante du modèle. Donc c'est pour ça que nous, on va aller appliquer une méthode qui s'appelle la méthode de Schaap sur plusieurs modèles qui nous permet d'avoir une feature importance pour chacune des variables. Et ce qui nous permet aussi, par la suite, de donner aussi une explicabilité au modèle, c'est-à-dire d'expliquer aussi localement chaque décision, quelles sont les variables qui ont impacté la décision sur le modèle. Donc ça, j'en parle très vite ici. Si c'est quelque chose d'essentiel, si ça vous intéresse, on pourra en discuter juste après. Les méthodes de projection maintenant. Les méthodes de projection, donc, tout le monde connaît la PCA. L'idée, c'est de projeter sur un ensemble représentatif des valeurs propres les différentes variables. C'est une méthode qui est intéressante, qui permet effectivement de réduire la dimension tout en gardant la variance et l'explication de variance sur les variables. Mais elle est dépendante, encore une fois, d'un seuil qui doit être mis manuellement et qui n'a pas forcément un grand sens par rapport à la performance et à l'explicabilité des variables. Nous, ce qu'on va appliquer dans ces cas-là, c'est une méthode basée sur un auto-encodeur qui permet de choisir non pas le seuil sur lequel on va influer sur la sélection de variables, mais la dimension directement de l'espace qu'on veut garder. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet notamment de cadrer la performance du modèle et de se concentrer non pas sur un seuil d'explicabilité de chacune des variables, mais sur un seuil de performance du modèle. Cet auto-encodeur, il a quand même une caractéristique qui est très importante, c'est son architecture. Comment choisir la meilleure architecture qui nous permet de faire cette sélection de variables et de garder les meilleures performances en sortie de notre modèle. Alors pour cela, on travaille sur des méthodes de génération d'auto-encodeurs automatiques, donc qui vont utiliser un LSTM qui va générer le meilleur auto-encodeur automatiquement. Et ça va nous permettre une chose qui est essentielle, c'est ne pas aller seuiller sur les variables, mais aller seuiller sur la performance du modèle en sortie. Donc, on part de blocs prédéfinis, on crée un premier modèle d'auto-encodeur, on entraîne cet auto-encodeur sur nos données et on évalue la loss function sur notre dataset. Ce qui va nous permettre de faire une backpropagation sur cette génération et de recréer des modèles itérativement dans ce LSTM pour générer au final le meilleur auto-encodeur pour la sélection de features qui s'applique à notre dataset. Donc pour ça, on utilise différentes architectures de générateurs d'auto-encodeurs, notamment l'Efficient Neural Network Architecture, qui est une méthode développée par les équipes de Google. Donc, au final, à la fin de cette étape, on a réussi à sélectionner des variables, à générer des variables, à les nettoyer et à réduire l'espace de dimension. Donc là, en sortie, avant l'optimisation, avant la génération du modèle, sur un modèle simple, l'AutoML va même plus loin que ce que peut faire un data scientist sur ce dataset, c'est-à-dire que les différentes étapes du projet de data scientist nous ont amené à une MAPE qui était de 6%, là où l'AutoML arrive à descendre à 4% d'erreur sur ce dataset de prévision d'électricité en day-ahead. Donc, une fois qu'on a fait toute cette génération et cette sélection de features, on va se poser la question de quel est le meilleur modèle pour prédire notre day-ahead et quels sont les hyperparamètres et les paramètres de ce modèle qu'on doit mettre en place. Pour ça, 3 possibilités pour évaluer ce modèle. Des métriques d'évaluation du modèle, donc quelle est l'erreur que fait le modèle sur la prédiction. Des questions liées à la performance du modèle, combien de temps ça met à entraîner, combien de temps ça met à tourner, quelle est la robustesse. Et enfin, un dernier critère qui est souvent ignoré, mais qui est essentiel, qui est une question de l'interprétabilité des résultats. Est-ce qu'on va pouvoir expliquer pourquoi le modèle prend telle ou telle décision et être capable d'évaluer
la pertinence de chacune des prévisions. Donc, 2 méthodes pour automatiser cette génération de modèles en respectant ces 3 critères. Une méthode de sélection de modèles et une méthode de meta-learning. Sur la partie de sélection de modèles, l'idée, c'est d'être capable d'aller tester différents modèles et de tester les différents hyperparamètres et pour chacun de ces modèles, optimiser le réseau et regarder celui qui a la meilleure performance. La problématique qu'on a dans ce domaine-là, c'est qu'on est sur un espace à très haute dimension. Donc ce qu'on veut, c'est restreindre l'espace de recherche avec pour objectif le meilleur score. Et donc pour ça, on va utiliser différents algorithmes d'optimisation. Donc ces différents algorithmes d'optimisation, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc il y a l'espace brut qui va étudier tout l'espace des paramètres et trouver le minimum global. Donc ça, c'est une méthode qui est extrêmement longue en termes de calcul et coûteuse. Les méthodes random qui permettent d'aller trouver sur différents espaces quel est le minimum local et aller chercher le minimum local. Il y a le risque de tomber non pas sur le minimum global, mais sur celui local. Enfin, des méthodes itératives bien plus performantes et plus puissantes de convergence du gradient. Et enfin, la méthode qu'on a choisie, qui est une méthode basée sur un modèle bayésien qui va aller chercher dans cet espace d'hyperparamètres quelle est la meilleure étape. C'est-à-dire qu'on commence à un endroit et on va aller chercher à quel endroit on a les paramètres qui nous paraissent, en connaissant les performances du modèle avec ces hyperparamètres-là, dans quelle direction est-ce qu'on doit se déplacer dans l'espace pour avoir la même performance en termes de probabilité. Donc là, on peut comparer les loss functions sur des itérations d'entraînement justement de ces paramètres. Et on remarque que dans le cas, je vais revenir juste avant. Dans le cas du modèle bayésien, on a un modèle qui converge beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent qu'une méthode aléatoire. L'ensemble des points ici, on a une convergence à partir déjà de 20 itérations qui est assez solide. Donc là, on voit effectivement lorsqu'on fait une estimation grâce à notre modèle bayésien, donc qui est la courbe en rouge, on va se concentrer dans la partie random sur l'espace qui optimise justement notre estimateur. Donc là, c'est sur le nombre d'arbres d'un random forest. Et l'idée, c'est que les modèles de random vont aller chercher, selon une loi normale, et trouver quel est le paramètre qui optimise, là où la méthode bayésienne va se concentrer sur l'espace qui nous donne les meilleures performances. Enfin, je vais vous parler de la solution du meta-learning, qui est une solution qu'on a mis en place dans ce projet et qui est vraiment très intéressante. Le meta-learning, c'est quoi? On prend un ensemble de datasets, un ensemble de data, et on va entraîner différents modèles et connaître le meilleur modèle et la meilleure performance grâce aux méthodes que je vous ai présentées précédemment. L'idée du meta-learning, c'est non pas de se concentrer sur les performances de l'algo, mais sur la méthode d'apprentissage pour faire converger plus vite nos modèles et être capable d'aller chercher le bon modèle dans un espace de paramètres restreint. L'exemple qui va parler à tout le monde et qui est très parlant, c'est l'exemple de la musique. Aujourd'hui, si j'apprends un instrument, ça va me prendre des années, ça va me prendre 5 ans pour devenir performant sur un instrument. Une fois que j'aurai appris à jouer par exemple de la guitare, si je me mets au piano, je vais apprendre plus vite. Pour 2 raisons. Un, j'aurai déjà des connaissances de type solfège, de type musical, mais je saurai aussi comment apprendre d'un instrument. C'est-à-dire, est-ce que je dois m'entraîner très souvent pendant très longtemps? Est-ce que je dois faire des petites sessions d'entraînement régulières? Est-ce que je dois faire des grosses plages horaires où je m'entraîne puis faire des pauses longues? Ça, c'est des choses que j'aurais appris grâce à mon premier instrument. Lorsque j'aurai appris de jouer du piano, donc de mon deuxième instrument, et que je me mettrai à la clarinette, je serai encore plus efficace dans mon processus d'apprentissage. Et c'est vraiment ça le meta-learning, c'est se concentrer sur l'apprentissage. Comment ça s'applique à nos séries temporelles? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser toutes les consommations individuelles du dataset, donc la consommation individuelle de chaque client, et on va aller chercher quel est le meilleur modèle pour chacun de ces catégories. Et on va aussi faire quelque chose qui est une caractérisation de ces séries temporelles. Donc on va se baser sur différents facteurs pour faire un clustering et un clustering hiérarchique de ces séries temporelles. Et ça va nous donner différentes classes sur lesquelles on aura des classes de modèles qui sont performants et pertinents. Je vais vous montrer un exemple concret juste après.
Donc l'idée ici, c'est comme vous le voyez sur cette image, c'est qu'on a toutes les consommations de tous les clients dans le dataset. Ce qu'on fait, c'est un clustering hiérarchique en utilisant une méthode qui s'appelle BOSS pour caractériser dans un espace qui définit un code à 4 lettres de similarité les différentes fréquences et profils de nos séries temporelles. Donc, dans cet espace de similarité, on fait un clustering hiérarchique et on se retrouve avec différentes catégories sur lesquelles on a le meilleur modèle et les meilleurs paramètres et les meilleurs hyperparamètres des modèles. Donc, on a par exemple ici, et c'est très caractéristique, des gens qui ont une consommation très périodique au cours de l'année, des gens qui ont un modèle qui est beaucoup plus bruité, qui ne suit pas le cours des années, qui a plutôt une croissance, des gens qui ont une consommation été-hiver très différente, et des gens qui ont des consommations de pic justement en été. Donc ça, c'est 4 catégories qui sont très explicables sur les données, mais que l'algorithme a réussi à détecter automatiquement. Et ça va nous permettre, lorsqu'on a une nouvelle consommation, d'aller chercher où est-ce qu'elle se situe dans la caractérisation, d'aller trouver son chemin et quel est le modèle qui est le plus performant, et de réduire considérablement, parce que là on va se concentrer sur un seul modèle et un seul set d'hyperparamètres, le temps d'apprentissage de notre solution. Donc voilà, je vous ai présenté une grande partie de la chaîne de notre Product Time Forecast qui automatise justement l'apprentissage sur les séries temporelles, du nettoyage à la génération de features, jusqu'à cet aspect de meta-learning qui nous permet d'optimiser les modèles. Donc tout est automatique, on va générer automatiquement toutes ces variables pour avoir une baseline directement. Alors, vous vous demandez, j'ai très peu parlé de performance. Quelles sont les performances d'un modèle d'auto-machine learning par rapport à un data scientist? Et alors, je vais le comparer à deux modèles. Donc, tout d'abord, l'approche novice. Donc, un data scientist débutant qui va prendre ce dataset, qui va faire un nettoyage, mais qui ne va pas faire de réduction de dimension et très peu d'optimisation sur le dataset. Il arrive à une erreur de 8,3% sur ce dataset. Notre AutoML va réussir à baisser cette erreur de à peu près 30% en augmentant le dataset, en optimisant la recherche et en faisant la réduction de dimension. Alors ça, c'est la bonne nouvelle pour tous les data scientists de la salle, c'est que pour l'instant, on n'est pas au chômage parce qu'on arrive à faire mieux tout seul sur ce dataset. On arrive à baisser de 30%, notamment en ajoutant des features métiers auxquels le dataset n'a pas accès. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en utilisant les deux approches, on arrive à vraiment faire baisser notre erreur parce que ça nous permet plusieurs choses, l'AutoML. Ça nous permet d'aller explorer un espace de dimension qu'on ne peut pas explorer manuellement parce que ça prend trop de temps de générer toutes ces features et de tester tous ces modèles. Ça garantit l'accessibilité et ça nous donne cette baseline automatique qui nous permet de répondre rapidement à des clients. Ce qu'on n'arrive pas à remplacer aujourd'hui, c'est effectivement la connaissance des données, comment intégrer les connaissances métiers dans ces datasets. Et aujourd'hui, nous, dans notre modèle, la mise en production est encore quelque chose qu'on fait pas un data ingénieur. Et la partie innovante de rajouter toujours des nouveaux modèles et des modèles plus complexes, ça, c'est toujours fait par les data scientists. Mais c'est un outil qui va vraiment nous servir, nous, dans notre travail au quotidien, à aller plus vite sur des projets et pouvoir partir, non pas de zéro, mais partir d'un premier modèle qu'on va améliorer par la suite. Voilà, je vous mets en image l'équipe qui travaille sur le sujet chez nous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand pour voir les autres projets sur lesquels on travaille. Et merci beaucoup.